Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler de l'intelligence marketing, comment surveiller et agir sur un marché. À l'agenda de l'intelligence marketing, nous regarderons ce que c'est que l'intelligence marketing, les types de veille, les systèmes d'information marketing, les études de satisfaction, les études d'usage. L'intelligence marketing ou intelligence stratégique appliquée au domaine du marketing, c'est la collecte et l'analyse des informations utiles à l'entreprise, à différents niveaux, pour les événements passés, les événements présents, les événements futurs, au niveau opérationnel, au niveau tactique et au niveau stratégique. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? L'intelligence marketing va poursuivre différents objectifs. D'abord, elle va essayer d'identifier le marché global d'une entreprise. Elle va cartographier les acteurs du secteur. Elle va identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise sur ce marché. Elle va essayer de comprendre la nature et le positionnement des produits et des services proposés sur le marché. Identifier les nouvelles tendances du secteur d'activité. Identifier le mouvement stratégique des concurrents. Étudier et gérer les perceptions des consommateurs vis-à-vis des produits et des services. L'objectif, c'est de minimiser les risques d'investissement, en particulier dans des environnements particulièrement compétitifs. De ce fait, elle va agir au niveau stratégique pour découvrir la nature d'un problème marketing. Elle va utiliser la recherche documentaire ou les études qualitatives. Elle va travailler au niveau tactique pour récolter un maximum d'informations sur un marché. Elle pourra développer des enquêtes quantitatives, des panels, des observations, des recherches documentaires. Elle va aussi travailler au niveau opérationnel pour établir des relations de cause à effet entre les phénomènes et les modèles prédictifs. Par exemple, l'expérimentation. Elle va porter différents noms qu'on appelle veille économique, veille concurrentielle ou veille stratégique en fonction du niveau où elle se situe. Important. Pour ce faire, nous allons travailler avec un outil qui s'appelle le système d'information marketing, ou en anglais Marketing Information System, ou en français le SIM, S-I-M. Dans un environnement concurrentiel en perpétuelle mouvance, le décideur marketing doit pouvoir prendre des décisions nécessaires à sa stratégie et notamment prévoir l'évolution des marchés, cerner les besoins potentiels, identifier les innovations technologiques qui influenceront les produits demain, observer les comportements des acteurs de l'environnement, des acteurs économiques, politiques, sociaux, et saisir les opportunités offertes. L'entreprise va concevoir, mettre en place et gérer des capteurs sensibles concernant le marché, le système concurrentiel, l'environnement technologique, économique, politique, social et socioculturel. Cet ensemble de capteurs et de gestion de l'information sera développé au sein du système d'information marketing. Et donc, si on veut définir un système d'information marketing, on dira que c'est un système d'information qui associe les hommes, les équipements, les procédures en vue de rassembler, d'analyser, de diffuser des informations utiles, nécessaires et pertinentes aux responsables marketing. En pratique, on va retrouver dans ce système d'information marketing différentes composantes. Et d'abord, le système comptable interne, ce qu'on appelle les états comptables et commerciaux. Alors, ce système est utilisé pour la plupart des dirigeants marketing pour contrôler les comptes rendus des commandes, les ventes, les inventaires et les dettes. Il fournit l'information rapide, étant donné que la plupart des organisations produisent des enregistrements des ventes mensuelles, hebdomadaires, pour accompagner la gestion de l'entreprise. On aura donc des informations sur les résultats, sur les ventes. En termes de contenu, on va retrouver l'état mensuel des ventes ventilé par produit, type de produit, gamme, clientèle, les zones de chalandise, les pays, les régions. Pour que faire? Pour analyser notamment, on va comparer l'évolution des ventes par région, par zone de chalandise, par vendeur, par gamme de produits. On va pouvoir analyser la pénétration commerciale, on va pouvoir évaluer l'action de la force de vente et éventuellement identifier des variations saisonnières. Tout ça dans le but de prévoir la croissance et les ventes. Mais le système marketing, d'information marketing, c'est aussi l'intelligence marketing.
c'est-à-dire un système de renseignement qui collecte l'information, le plus souvent de façon informelle, sur l'environnement et la concurrence à travers des sources et des moyens qui permettent aux dirigeants de se tenir continuellement informés de l'évolution économique, sociale, politique du domaine d'activité dans lequel l'entreprise agit. Alors, on va pouvoir trouver différents moyens pour surveiller l'environnement. Bien sûr, les journaux spécialisés, les Échos, Wall Street Journal, Financial Times, etc. Des périodiques professionnels, Business Week, Libre Service Actualité, mais aussi des congrès, des colloques. Les entreprises qui utilisent ce système de façon intégrée organisent des réunions régulières où l'information collectée d'alerte et de veille est collectée et discutée par les membres de l'équipe marketing. Cette intelligence marketing renseigne sur les événements intervenus. Que va-t-on trouver? Des informations périodiques et régulières centrées sur l'environnement et la concurrence. Pourquoi faire? Des analyses intéressantes concernant la corrélation entre les ventes, les actions de promotion et celles des concurrents, évaluer les impacts des promotions, les produits, les gammes, les prix, les distributions, la promotion, la publicité, le sponsoring, la communication des concurrents, analyser les stratégies des concurrents, tous sont des éléments relativement importants. Troisième caractéristique que l'on retrouve dans un système d'information marketing, c'est la modélisation et l'aide à la décision. Le système d'analyse utilise l'information depuis des sources variées, bien sûr les sources internes, la veille marché, la recherche marketing, et va construire un modèle d'analyse des marchés. Il peut ainsi utiliser l'information sur la hausse des coûts des matières premières et les revenus décroissants des consommateurs pour prévoir la demande. Si des changements de prix ont lieu, il pourra aller dans le détail et comprendre en quoi le changement de prix a influencé la demande. Il aide le décideur à utiliser l'information dont il dispose pour réduire l'incertitude attachée à son plan d'action. Et ce système d'information marketing se définit comme la collecte coordonnée des données, des systèmes, des outils et des techniques. Alors cette modélisation va aider le décideur à utiliser l'information disponible à réduire l'incertitude attachée au plan d'action et pour cela va devoir utiliser différents contenus. D'abord utiliser les analyses et traiter les informations recueillies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Analyser la performance de l'entreprise, comment se situe-t-elle? Analyser la part de marché, étalonner cette performance par rapport aux concurrents, ce qu'on appelle le benchmarking, évaluer l'attractivité produit-marché des différentes gammes de l'entreprise, apprécier la compétitivité de l'entreprise face à ses concurrents. Dernier élément du système d'information marketing, ce sont les études de recherche. Un véritable système d'information marketing reprend les études formelles qui sont menées pour résoudre un problème particulier. Par contre, les stocker dans une armoire ou les stocker dans une base de données sans utilisation n'a pas beaucoup de sens. La recherche marketing va spécifier l'information dont on a besoin pour adresser aux problèmes marketing spécifiques des techniques de collecte appropriées, les analyser et rapporter les résultats. Imaginons une entreprise qui organise systématiquement un baromètre de toutes les campagnes de communication réalisées et qui serait stocké dans une armoire. Cela n'aurait pas beaucoup de sens. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les résultats collectés lors de chaque enquête pour faire évaluer un baromètre, pour voir ce qui se passe à tout moment en termes de notoriété, de manière à intégrer derrière cet indicateur les raisons, les moments de communication qui peuvent faire varier cet indicateur. Ainsi, les études et recherches vont renseigner sur un problème précis, mais aussi acquérir l'information nécessaire à comprendre ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, et compléter l'information disponible avant l'étude elle-même. En termes de contenu, on va trouver des informations ponctuelles nécessaires à la décision marketing. Que pourra-t-on faire comme analyse? Mesurer l'intérêt des consommateurs pour une nouvelle gamme, mesurer l'efficacité de la campagne de communication. Tout cela va se retrouver dans le système d'information marketing. Si on veut simplifier, synthétiser le système d'information marketing, on pourrait dire que le responsable marketing a besoin
d'analyse, de planifier, de mettre en œuvre et de contrôler sa stratégie marketing. Face à lui, il y a un environnement qui se compose de marchés cibles, de canaux de distribution, de concurrents, de publics et tout ce qui est le macro-environnement. Il a donc besoin de pouvoir associer les deux à travers une structure des éléments que l'on va appeler le système d'information marketing, qui se compose d'une part des états comptables et commerciaux, de l'intelligence marketing, de la réflexion d'un système de renseignement qui collecte l'information, de modélisation et d'aide à la décision, des études et des recherches. Tout cela doit pouvoir le renseigner sur la façon dont l'environnement évolue. Pour cela, ce besoin en information doit se retrouver dans le système d'information marketing à travers les 4 composantes, états comptables et commerciaux, l'intelligence marketing, la modélisation et l'aide à la décision, les études et les recherches. Et aussi diffuser l'information telle que le décideur en a besoin. Ça ne sert à rien de stocker l'information si elle n'est pas traitée et diffusée. Inversement, diffuser sans demande de besoin d'information risque au contraire de noyer le poisson, de noyer sous l'information disponible. C'est la raison pour laquelle un système d'information marketing doit être cohérent et doit développer différentes cohérences. La première cohérence va concerner les sources de données internes, mais la seconde, les études et la recherche marketing, et enfin les sources de données externes. Toutes ces différentes informations doivent faire l'objet d'un traitement et doivent être stockées au sein d'une base de données. Cette base de données va pouvoir servir d'input dans des modèles marketing, comprendre ce qui se passe. Mais aussi, ces modèles marketing doivent pouvoir reformater l'information dans les bases de données. Le modèle marketing va répondre au système d'aide à la décision, va pouvoir provoquer des réponses. Ce système d'aide à la décision qui va pouvoir interroger, questionner le modèle marketing. De même, la base de données va pouvoir être liée aux sources de données externes, importantes parce qu'elles-mêmes vont apporter des réponses aux questionnements des responsables marketing. Ce questionnement va permettre d'aider les managers dans leurs décisions. De quelle manière? En interrogeant les sources de données externes, les sources de données internes, va aussi permettre de pouvoir influencer les résultats sur les ventes, sur le profit, les réactions des clients. Tout cela va être nécessaire pour pouvoir influencer les managers et surtout renvoyer l'information dans les bases de données de manière à les mettre à jour et de permettre à un système d'aide à la décision d'être relativement efficace. Cela doit permettre aujourd'hui d'avoir des informations. Pour éliminer les risques multiples liés aux mises à jour, lenteur, coût, risque d'erreur, ces différents systèmes mis en place doivent être dans un seul système. Ainsi, par exemple, les ventes quotidiennes pour un produit particulier dans une boutique particulière sont transmises directement en temps réel et peuvent être synthétisées dans un rapport résumé davantage dans un tableau de bord en temps réel, de manière à avoir une analyse utile pour la direction générale. Chaque niveau établit des relations entre les sources diverses et le décideur. Donc, les données provenant des études, des sources internes et des sources externes doivent pouvoir être aujourd'hui fusionnées dans un système d'information marketing. Les systèmes d'aide à la gestion ont fortement évolué au cours des dernières années. Si dans les années 60, c'était principalement des modèles marketing qui consistaient en des représentations mathématiques et objectives qui calculaient des valeurs optimales pour les instruments marketing. Quelques années plus tard, 5 ans plus tard, on avait les systèmes d'information marketing de type passif qui stockaient les données. Dans les années 80, c'était des systèmes d'aide à la décision marketing flexibles, basés sur le jugement du gestionnaire, qui permettaient des interventions de type « que se passerait-il si ?» 5 ans plus tard, on avait des systèmes experts en marketing qui étaient basés sur l'expertise humaine. Dans les années 90, des systèmes basés sur la connaissance, qui
incluait d'ailleurs des approches hybrides qui tentaient de représenter la connaissance de manière structurée. 5 ans plus tard, des systèmes marketing basés sur des études de cas. 5 ans plus tard, on est passé sur des problèmes marketing basés sur la créativité. Ces programmes marketing utilisaient la créativité dans la résolution de problèmes. Aujourd'hui, en 2010, l'Observatoire des médias sociaux enrichissent les systèmes d'information marketing, enrichissent la méthodologie d'études et découvrent des informations relatives à la marque et aux tendances du marché. Que peut-on faire avec un système d'information marketing? Comment le décideur peut l'utiliser? Il existe énormément de possibilités. Alors d'abord, on peut analyser l'attractivité de l'environnement, on peut analyser les tendances du marché, le comportement du consommateur, le réseau de distribution et la concurrence. Par exemple, en matière d'analyse des tendances du marché, on peut se focaliser sur la taille du marché global en volume et en chiffre d'affaires, les tendances à court terme et long terme, l'évolution, la stagnation, la régression, niveau de consommation par habitant, clients non clients, évaluation de la saturation, analyse de la publicité. Qu'on utilise des méthodes proches de l'économétrie, de type Box et Jenkins, des modèles de prévision, ou alors simplement des analyses de données, ce qu'on appelle analyser le big data, ou les analyses en profondeur de fichiers. Par contre, l'analyse de comportement des consommateurs va s'intéresser au comportement d'acquisition, les marques habituelles, les dernières marques achetées, les quantités achetées, le conditionnement selon lequel c'est acheté, les lieux d'achat, les périodes d'achat, les durées interachats. Oui, il y a énormément de possibilités. En termes d'utilisation, de comportement de possession aussi. Est-ce que le consommateur achète et consomme directement ou stocke? Quelle est la quantité détenue? Quels sont les modes de conservation, les lieux de détention, les périodes de durée de détention? Pour chacun des éléments, pour chaque phase, il est possible d'obtenir énormément d'informations. Cette analyse de l'attractivité peut aussi se traduire dans celle de l'environnement économique, social et politique, notamment l'augmentation des prix. Il n'est pas rare pour une société de décider d'indexer sur base de l'indice des prix ses produits chaque année à la date anniversaire ou au 1er janvier, d'annoncer. Ce sont des stratégies qui sont développées par beaucoup de sociétés, de grandes sociétés ayant pignon sur rue. Ça peut être aussi l'analyse de la compétitivité d'entreprise, compétitivité, ses forces et faiblesses à travers son portefeuille d'activité, sa concurrence, la pénétration dans la distribution et la force de vente et la qualité de la communication. Alors tout ça se fait à travers des indicateurs que sont les parts de marché, l'évolution des ventes, les forces et faiblesses des concurrents, l'analyse des réseaux, l'analyse des différentes actions de communication. On peut analyser la part de marché aussi, la part de marché proprement dite, part de marché absolue en volume, en valeur, le chiffre d'affaires, la part de marché desservie, la part de marché relative, la part de marché relative au leader. On peut aussi analyser la structure de la part de marché, le taux d'occupation, le taux d'exclusivité, le taux d'intensité, ou l'analyse dynamique de la part de marché permet de comprendre son évolution avec le taux d'exclusivité, le taux de fidélité. Énormément d'analyses sont disponibles au départ du système d'information marketing. C'est la raison pour laquelle je vous propose de regarder quelques études particulières qui sont essentielles à la gestion marketing. La première étude, c'est l'étude de satisfaction. Et pourquoi insister sur l'étude de satisfaction? Parce que s'il y a une étude à réaliser, c'est bien celle-là. Elle est essentielle pour l'entreprise puisqu'elle consiste à valider le fait que les clients actuels sont satisfaits de l'entreprise. Alors, que peut-on mesurer? On peut mesurer d'une part la satisfaction des clients, on peut mesurer la satisfaction du personnel, on peut mesurer la satisfaction des partenaires et aussi diagnostiquer les problèmes rencontrés. C'est souvent un axe qui est oublié. Pourquoi? Parce que sans mesurer les problèmes rencontrés par les personnes, il est impossible d'agir directement sur les secteurs opérationnels pour modifier la problématique des personnes. Bien sûr, tout cela n'aurait pas de sens s'il n'y a pas une comparaison avec la concurrence. Le benchmarking est essentiel. La comparaison peut se faire uniquement à un moment donné dans l'espace,
par rapport aux concurrents, ou on peut avoir une comparaison dans le temps. C'est ce qu'on appelle une comparaison longitudinale. Pour ce faire, mesurer la satisfaction des clients, ça demeure un élément essentiel. Pourquoi? Parce qu'un client qui n'est pas satisfait va le répéter à 11 autres qui le vont répéter à 5 autres chacun. Et 95% des clients dont la plainte est entendue restent fidèles. D'où l'intérêt de bien mesurer la satisfaction. Alors, comment fait-on une étude de satisfaction? Plusieurs étapes sont prévues. Première étape, on va définir les paramètres de mesure. Paramètres de mesure, c'est quels sont les critères importants à prendre en compte. On va mesurer l'importance de ces critères. On va mesurer à chaque fois le degré de présence de ces critères. Ce degré de présence, comment est-il perçu par le consommateur? Les problèmes rencontrés par les consommateurs. Par rapport à l'environnement concurrentiel, les produits et services sont-ils perçus de la même manière ou pas? Et enfin, regarder régulièrement, donc une évolution longitudinale dans le temps pour voir comment cela est perçu. L'objectif étant même pouvoir aller jusqu'à une typologie des avantages recherchés par les différents clients. Ça ne sert à rien d'offrir un avantage à un client si ce n'est pas celui-là qu'il souhaite. Inversement, offrir un avantage recherché permet de fidéliser le client. Comment analyser les résultats? On utilise une matrice de satisfaction. La matrice de satisfaction va positionner pour chacun des critères la satisfaction niveau faible, niveau élevé, sur base d'une échelle par exemple de 1 à 5, de 1 à 10, etc. Même chose, elle va positionner sur un axe vertical l'importance faible par rapport à l'importance élevée, ce qui nous donnera 4 cadrans. Le premier cadran, satisfaction élevée pour des critères d'importance élevée, la stratégie est simple, on ne change rien. La zone de satisfaction est élevée, l'importance est élevée. Deuxième zone, critères importants, importance très élevée, par contre satisfaction faible. Ça sera amélioré prioritairement, une zone de satisfaction faible d'importance élevée. Troisième zone, importance faible, satisfaction faible. Les clients ne sont pas contents, mais le critère est peu important. À la limite, ne changeons rien. Ça ne sert à rien d'investir là où les clients ne sont pas demandeurs. Dernière zone, c'est une zone où la satisfaction est très élevée, mais les critères sont très peu importants. À la limite, on offre trop par rapport aux attentes des clients. Autant désinvestir et réinvestir les montants épargnés dans la zone rouge. C'est la zone à améliorer prioritairement. La matrice de satisfaction peut, par exemple, s'analyser dans une évolution dans le temps. Et ici, nous prenons l'exemple d'un salon professionnel qui est organisé. Qu'est-ce que l'on voit? On voit la mesure au temps T, ce sont les petites bulles rouges, et les triangles verts au temps T plus 1. Qu'est-ce que l'on voit? On voit par exemple que certains critères diminuent de qualité, les informations reçues sont nettement moins appréciées que par le passé. C'est relativement dommage puisqu'on a trop désinvesti. Pour la documentation, on reste dans la zone positive. Par contre, les informations qui sont diffusées préalablement ont, elles, connu un certain succès. On voit que, par exemple, les conférences sont toujours aussi peu appréciées, mais à la limite, leur importance diminue encore. La signalisation et la durée du salon ne semblent pas poser de problème particulier. Deuxième type d'études importante, après les études de satisfaction, sont les études d'usage et d'attitude. Comme le nom le dit, ces études ont pour but de mesurer l'usage et l'attitude des produits, des services d'une gamme particulière développée par l'entreprise. On veut fournir une description du marché perçu par le consommateur. Le but, c'est quoi? C'est d'identifier les nouvelles opportunités du marché, celles que l'entreprise n'aurait pas constatées, optimiser le positionnement de la marque et de la gamme, identifier de nouvelles cibles. Concrètement, comment fonctionne l'étude d'usage et d'attitude? Elle fonctionne en fonction de plusieurs paramètres. Ici, nous avons un tableau de synthèse recoupé par Inflexia en 2019 concernant les différentes générations. Nous avons ce qu'ils appellent la génération silencieuse née avant 1945, les baby boomers 1945-1959, la génération X, Y, Z et la génération alpha.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'environnement qui a été vécu, les aspirations, les produits symboles. D'un côté, ça a été l'automobile pour la génération silencieuse. Aujourd'hui, ce sont les robots, l'intelligence artificielle pour la génération née après 2010. Et puis, nous avons les attitudes vis-à-vis du travail qui évoluent, l'attitude vis-à-vis des technologies qui va du largement désengagé à l'interaction avec le virtuel, plus l'interaction d'ailleurs avec le virtuel qu'avec le monde physique. Les mêmes médias de communication ont évolué, la préférence de communication a évolué, la préférence pour des décisions stratégiques a évolué. On passe du face-à-face à une demande de plus en plus de solutions de groupe dématérialisées et la part que représente chacune de ces cibles dans la population active. Je vous invite à consulter avec beaucoup de délices ce tableau qui reprend une étude d'usage et d'attitude, qui est une excellente synthèse des situations en 2019. Enfin, une étude d'usage et d'attitude nécessite différentes étapes qui vont de la connaissance de la marque à déterminer la qualité de l'utilisateur, l'achat de la marque, l'utilisation de la marque, les attitudes et les opinions du consommateur pour enfin voir si l'on répond aux besoins du consommateur. Pour chacun de ces paramètres, on va s'interroger sur un certain nombre d'autres éléments. Ces éléments peuvent être la mesure de la notoriété, le top of mind, la présence à l'esprit, la spontanée, l'aider, assister, qualifier. On aura aussi la notoriété de la marque, du produit, de la publicité. On va valider les caractéristiques sociodémographiques, socioculturelles, économiques en termes d'habitat et d'équipement des répondants. On va mesurer la loyauté, la fidélité, laisser le transfert intermarque, notamment des utilisateurs. En général, achetez-vous toujours la même marque ou vous arrive-t-il de changer? Interrogerons-nous. Enfin, on va retrouver des mesures de la fréquence d'achat, des quantités utilisées, la perception des produits pour terminer sur les besoins et les autres avantages recherchés. Ces différentes études sont essentielles. Il existe encore bien d'autres études possibles en marketing. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la documentation et vous souhaite une excellente journée.